Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Marguerite qui va nous parler d'Unisound. Et voilà, je te laisse te présenter et présenter un petit peu ce que c'est Unisound. Du coup, moi c'est Marguerite et je suis dans l'organisation de l'Unisound, enfin dans le projet Unisound qui est un projet organisateur d'événements inclusifs pour les personnes en situation de handicap. Et donc notre plus gros événement pour le moment c'est l'Unisound Festival qui est du coup un festival 100% accessible aux personnes en situation de handicap. Du coup, qui est à l'initiative de ce projet Unisound et pourquoi cette personne a lancé ce projet ? Du coup, le projet il a été lancé en 2013 par une bande d'amis en fait qui voulait lancer un projet et ils savaient pas très bien quoi lancer. Puis ils sont partis de ce constat que les événements actuellement étaient très peu accessibles aux personnes qui ont un handicap. Et que même quand les événements faisaient des efforts pour mettre des rampes accessibles ou des choses comme ça, c'était jamais, ça restait toujours un peu une épreuve pour les personnes qui ont un handicap de venir dans ce genre d'événement, ou alors où c'était vraiment séparé, quoi. C'était des podiums un peu en hauteur ou en recul, et ils trouvaient ça vraiment dommage. Et donc ils ont eu l'idée de créer un festival qui pourrait être vraiment 100% accessible, dans le sens où une personne avec un handicap pourrait venir avec autant de facilité qu'une personne qui en a pas, et pas réfléchir à plein de détails, à comment est-ce que je vais pouvoir manger, comment est-ce que je vais pouvoir me déplacer, que tout soit vraiment prévu pour que ces personnes-là puissent venir sans devoir préparer plein de choses, quoi. Et donc moi j'étais pas encore dans le projet à ce moment-là, mais donc cette team-là d'organisateurs est restée pour les 5 premières éditions. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi ce nom-là, Unisound ? J'en ai jamais vraiment parlé avec eux, mais je pense que c'est vraiment cette idée, sound, la musique, vu que c'est un festival de musique, que le projet de base c'était vraiment juste le festival de musique, et puis uni dans le sens universel, accessible à tous, quoi. Et toi, pourquoi tu as rejoint ce projet ? Du coup, moi, j'avais déjà été bénévole au festival 2 ans de suite avec une amie et j'avais vraiment adoré. C'était vraiment un projet, c'était ma dose de bonheur. J'étais allée la première fois sans trop savoir à quoi m'attendre et ça avait vraiment été un shoot de bonheur et d'endorphine pendant 2 jours. Je trouvais que c'était vraiment un lieu magique et plein de simplicité et de bonheur, quoi. Et du coup, la 2e année où je suis venue en tant que bénévole, j'ai appris que les organisateurs arrêtaient tous. Parce que voilà, ça faisait 5 ans qu'ils menaient le projet en plus de leurs études ou de leur boulot, et que ça devenait un peu beaucoup. Et du coup, ils cherchaient des gens pour reprendre le projet, sinon le projet allait s'arrêter. Et voilà, moi c'était une année où au niveau de mes études, je savais que j'aurais du temps et où j'avais envie de m'investir dans un projet. Et surtout, je voulais pas du tout que ce si beau projet s'arrête, parce que c'était vraiment quelque chose que je trouvais nécessaire, et je voyais le bien, j'avais vu en étant bénévole le bien que ça pouvait faire autant pour les personnes en situation de handicap que pour sensibiliser les bénévoles ou autres. Et du coup y avait le frère d'une amie à moi qui partait de l'équipe et qui a essayé un peu de nous recruter, et du coup on s'est lancé à 3 copines à reprendre le festival. Et c'est vrai que moi, le monde du handicap, c'est quelque chose dans lequel je m'étais toujours investie et qui m'avait toujours tenu à cœur. Donc il y avait cet aspect-là aussi, que si je m'investissais dans un projet, autant que ce soit quelque chose qui correspondait à mes valeurs, et voilà, un projet qui me parlait, qui avait du sens. Ouais. Qui sont les artistes qui se produisent sur scène, et est-ce qu'il va y en avoir des nouveaux prochainement ? Du coup, les artistes pour cette année, c'est pas encore révélé, donc c'est encore un secret. Mais chaque année, on essaye vraiment d'avoir une programmation super diverse, mais vraiment de qualité. Parce que c'est vrai que on pourrait se dire que la majorité de notre public, c'est des personnes avec un handicap mental, donc on pourrait se dire qu'au final, eux, tant qu'il y a de la musique, ça leur importe pas vraiment quel genre de musique c'est. Mais nous, ça nous a toujours tenu à cœur que ce soit vraiment un festival de qualité avec de la musique de qualité. Et donc, on essaye vraiment de recueillir d'avoir des artistes belges. La plupart du temps, c'est quand même des artistes belges. Pas encore très connus, mais vraiment
en lesquels on croit. Et Colline et Toitoine. Ouais, c'est ça, Colline et Toitoine, ils sont venus 2 ans et quand ils sont venus, ils n'étaient pas encore très connus, mais voilà, on a eu par exemple aussi Musty, Juicy, enfin tous des artistes qui à ce moment-là n'étaient pas encore très connus, mais où nous on aimait beaucoup ce qu'ils faisaient et alors de la musique très variée mais toujours très peps parce qu'on remarque à notre festival, c'est vraiment ce qui plaît, quoi. C'est de la musique qui bouge, sur lesquelles les gens peuvent danser, se lâcher. Et donc voilà, souvent il y a beaucoup de styles différents, mais toujours des trucs quand même assez rythmés. Voilà. Alors c'est pour quel genre de public ? Est-ce que c'est uniquement pour les personnes handicapées ou pour les personnes valides aussi ? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez un public assez régulier ou... Alors, en théorie, notre festival, il est vraiment ouvert à tous et on a vraiment envie que chacun se sente accueilli et que voilà, ce soit le public le plus large possible. Mais c'est vrai que dans les faits, la plus grosse majorité de notre public, ça reste des personnes en situation de handicap parce que voilà, c'est un lieu dans lequel ils se reconnaissent et dans lequel ils se sentent bien. Et je dirais que la majorité de notre public cible, c'est des centres pour personnes handicapées ou des écoles ou des groupes de jeunes ou des choses comme ça pour personnes en situation de handicap qui viennent en groupe, un peu comme activité extrascolaire ou choses comme ça, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est souvent des grands groupes de 10, 20, parfois même plus personnes qui viennent ensemble toute la journée pour faire une activité de groupe. Et chaque année, on a aussi soit des personnes avec handicap qui viennent avec leur famille ou qui viennent même seules, ou des personnes qui n'ont pas du tout de handicap, mais c'est vrai que c'est plus rare. Mais il y a déjà eu toujours des familles qui n'ont pas qui sont pas handicapées ou pas, qui sont déjà venues comme ça juste par curiosité pour voir un peu ce que c'était. Ouais, il y a déjà eu des familles qui venaient, mais c'est vrai que souvent alors c'est plus parce que c'est des gens qu'on connaît ou des amis d'amis qui ont connu le projet par des organisateurs. C'est vrai que chaque année, on essaye de faire un peu de la pub dans la ville de Cours-Saint-Étienne où se tient le festival et même un peu plus loin, de faire parler du festival à la radio, dans les journaux et tout. Donc on a des gens qui viennent un peu par curiosité, mais ça reste assez rare, quoi. Ok. Alors, une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on doit dire personne handicapée ou personne atteinte d'un handicap ? Et comment ne pas blesser ou gêner une personne handicapée ? Parce que parfois, on ne sait pas trop comment réagir et voilà. Donc, ouais, c'est une bonne question. Maintenant, le terme qui est surtout utilisé, c'est personne en situation de handicap. C'est un peu cette idée que le handicap ne définit pas la personne et du coup, plutôt que dire personne handicapée comme si c'était la marque de fabrique un peu de ces personnes-là, c'est plus une situation dans laquelle ils se trouvent, ou personne porteuse d'un handicap aussi, on peut dire. Après, je pense que le plus important, c'est pas tellement le vocabulaire qu'on utilise, mais c'est plus le comportement. Et je pense que ce qui fonctionne le mieux au final, c'est d'être spontané et pour ne pas blesser, je pense que c'est juste de pas trop se poser de questions, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui... C'est ça, et de juste être naturel, comme si on parlait à un peu n'importe qui à qui on s'adresse. Je pense que c'est parfois ce qui peut être le plus difficile, peut-être surtout pour les personnes qui ont un handicap physique, mais pas de handicap mental. Je pense que ça c'est quelque chose qui peut parfois être blessant, c'est d'avoir l'impression qu'on leur parle comme si c'était des enfants ou comme si ou parfois même des gens qui s'adressent jamais directement à eux mais qui s'adressent aux personnes à côté de qui ils se trouvent comme si eux comprenaient pas. Donc je pense que le plus simple c'est juste de leur parler comme si au final c'est des personnes comme toi et moi et je pense que même poser des questions, souvent, eux, ça les dérange pas, quoi. Si on est un peu mal à l'aise, lui dire « désolé, je sais pas du tout si tu sais répondre à cette question. Désolé si je suis maladroite. » Ça leur fera toujours plus plaisir qu'on fasse ça, plutôt que de partir du principe qu'ils comprennent pas ou de... dire un peu, voilà, je suis un peu mal à l'aise, mais... Ouais, c'est ça. J'aimerais bien parler avec toi. Et je pense que c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est encore quelque chose... Enfin, quand on connaît pas, ça fait peur et c'est normal. Mais je pense que le mieux, c'est d'être spontané et de pas se poser trop de questions, quoi. Okay. Trop bien. Alors, comment inclure tout le monde dans un événement qu'on organise ou par exemple dans les mouvements de jeunesse ou même dans les écoles. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il faudrait créer pour que ce soit accessible à tout le monde ?
Ça, c'est une question qui me parle bien parce que moi, justement, j'ai été animée et chef dans une unité. Dans une unité qui intègre des personnes avec un handicap aussi. Et je trouve que justement, peut-être les mouvements de jeunesse, c'est un super bon lieu pour faire de l'intégration. Je pense que le gros problème justement de notre société aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de lieux où les personnes qui ont un handicap et les personnes qui n'en ont pas peuvent se rencontrer. Parce que les écoles sont séparées, les mouvements de jeunesse sont séparés, les activités extrascolaires sont séparées. Et du coup, comme je le disais avant, quand on ne connaît pas, ça nous fait peur et de manière naturelle, quoi. Quand on ne connaît pas quelque chose, on a moins envie on a plus peur et donc on est un peu bloqué. Je pense que, de nouveau, c'est un peu juste d'être naturel et de poser des questions. Je pense que c'est dur de trouver des adaptations qui feront qu'on pourra être accessible à tout le monde dans les mouvements de jeunesse, par exemple, parce que voilà, chaque personne a un handicap différent, peut avoir des besoins différents. Et du coup, je pense que nous, par exemple, ce qu'on faisait toujours quand j'étais chef louveteau ou chef guide et qu'on avait des jeunes avec un handicap, c'était de les rencontrer d'abord, rencontrer leurs parents et voir un peu de quoi est-ce que votre enfant il aurait besoin pour pouvoir participer à l'activité, en discuter ensemble, voir ce qui est faisable ou pas. Mais parfois, on ne se rend pas compte, mais ça peut vraiment être des choses très très simples, quoi. C'est tout bête, mais nous, par exemple, au festival, on a un mixeur parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas manger des morceaux. Et donc, juste le fait d'avoir un mixeur et de pouvoir mixer le hamburger qu'ils vont s'acheter au food truck, ça leur permet de pas devoir prévoir à l'avance de prendre un pique-nique. Et nous, ça nous demande zéro organisation. Enfin, c'est très simple, quoi. Donc, je pense que parfois, en fait, il faut juste un esprit ouvert et avoir un peu une curiosité d'essayer des nouvelles choses, de se dire je sais pas trop si ça va marcher, mais on va essayer et on verra bien, et pas tellement de choses matérielles, quoi, au final. Voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais alors, quelles sont les activités que vous proposez au festival ? Du coup, on a des concerts. On essaye de ne pas avoir toute la journée des concerts parce que c'est vrai qu'on a aussi des personnes qui, par exemple, qui sont sur le spectre autistique et qui, du coup, peuvent avoir du mal quand il y a trop de simulations auditives ou quoi. Donc, en moyenne, sur une journée, on a environ 3 ou 4 concerts. Et alors, on a aussi plein d'autres animations, un peu des choses typiques de festival, quoi. Château gonflable, photomaton. On a une activité qui marche souvent très très bien aussi, c'est le karaoké. Ça, depuis qu'on l'a, ça a un succès fou. Ça met direct une bonne ambiance. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui ont un handicap mental au festival. Et souvent, c'est des personnes beaucoup plus spontanées et qui ont beaucoup moins peur du regard des autres. Et du coup, autant un karaoké dans un festival classique, je suis pas sûre que les gens oseraient se lancer. Mais là, eux, ils font tous la file pour pouvoir chanter leurs chansons favorites. Et donc, c'est vrai qu'entre les concerts, on a nos petits concerts privés des festivaliers qui chantent. Ça, c'est vraiment trop chouette. On a aussi, par exemple, une silent disco, donc une petite salle où les gens peuvent mettre un casque avec leur musique et danser. On a des grimages, on a des jeux en bois. On a aussi y a l'école L'Escalpade, qui est une école pour enfants handicapés, qui a créé avec un labo de l'UCL un vélo adapté aux personnes qui ont un handicap physique, donc qui sont en chaise roulante. Près de la ferme équestre. Ouais, c'est ça. Là, c'est l'école primaire, et puis l'école secondaire, elle est à Limal. Et du coup, chaque année, ils nous prêtent ce vélo, et c'est vraiment un vélo dans lequel tout le monde peut se mettre. Et alors, il y a des personnes en plus qui roulent, quoi. Et donc, ça, c'est aussi toujours une chouette activité de faire un tour à l'extérieur du festival. On a aussi la province du Brabant-Wallon qui a créé des balançoires, pareil, pour les personnes qui ont un handicap physique et qui sont en chaise roulante. Ça fonctionne toujours bien aussi. Et puis après, on a un peu des animations plus ponctuelles. Par exemple, on essaie d'avoir chaque année des démonstrations de cyclo-danse. Donc ça, c'est un type de danse avec une personne en fauteuil roulant et une personne qui n'a pas de handicap physique, quoi, qui dansent ensemble. Et ça, c'est toujours super beau à voir. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. C'est vraiment toujours super émouvant.
À la dernière édition, par exemple, on avait aussi une des organisatrices qui a donné un cours de danse. Ça, c'était trop chouette, quoi. Donc, tout le monde se mettait au milieu du festival et puis elle avait un micro et tout le monde dansait ensemble. Donc, voilà. Et puis, plein d'autres petites choses, quoi. Mais voilà. Et du coup, tu en as déjà un petit peu parlé, mais quels sont les aménagements spécifiques du festival? Enfin, comment vous organisez un peu tout ça? Les aménagements pour être accessibles, du coup. Ouais. Du coup, nous, notre objectif, c'est vraiment d'être 100% accessible pour tous les types de handicap. Donc, autant mental que physique que sensoriel, donc auditif ou visuel. Et donc, il y a un label qui existe pour les événements ou les bâtiments qui est le label Accessi et qui donne une couleur en fonction du degré d'accessibilité pour chaque type de handicap. Et vert, c'est vraiment le maximum, c'est accessible en autonomie pour une personne qui vient seule sans aide. Et nous, notre objectif, et jusqu'ici on l'a été, c'est d'être au vert pour tous les types de handicap. Et donc les aménagements qu'on fait, déjà on a la grande chance de faire le festival dans un lieu, le PAM Expo à Cour-Saint-Étienne, qui est un grand hangar 100% de plein pied. Et donc ça, c'est déjà très pratique parce que pour tout ce qui est accessibilité en fauteuil roulant, ça nous simplifie déjà beaucoup la vie. Donc parfois, c'est juste, par exemple, mettre un tapis quand il y a des passages de porte avec un peu un rebord, des choses comme ça. On a aussi chaque jour au moins un des concerts qui est interprété en langue des signes. Et donc ça, c'est toujours super beau à observer aussi. On a des interprètes qui, du coup, se mettent à côté des chanteurs et traduisent en direct en langue des signes toutes les paroles. Et c'est vraiment super beau parce qu'elles le font pas de manière statique, quoi. Elles le font vraiment en dansant et rien qu'à regarder, c'est un spectacle, c'est une plus-value vraiment de fou pour le concert. On a aussi, par exemple, le plan du festival et tous les menus qui sont traduits en braille. On met aussi des repères visuels, par exemple, dès qu'il y a je sais pas moi, quelque chose qui ressort un peu, ou une personne qui est malvoyante pourrait ne pas bien le voir, on met du plastique fluo dessus pour bien que ça ressorte et qu'il se fasse pas mal. On a aussi un lieu qui est 100% fermé. Donc même la partie extérieure est tout à fait fermée par des barrières ERAS. Pour les personnes qui ont des problèmes d'orientation ou qui ont tendance à fuguer, pour pas avoir de problème à ce niveau-là. On a aussi tous nos panneaux sont faciles à lire et très visuels, avec aussi des pictogrammes pour les personnes qui ont des difficultés de compréhension. On a une boucle à induction aussi autour de la scène qui fait que les concerts peuvent être directement retransmis, c'est ça le mot, dans les appareils auditifs. Voilà, notre bar aussi, par exemple, il est, au lieu d'être à hauteur d'une personne qui se tient debout, il est à hauteur d'une personne en chaise roulante. Pareil pour tous nos food trucks. Ils sont vraiment à bonne hauteur. Voilà, toutes des choses comme ça. D'accord, super. Alors, une question assez générale. Selon toi, quel est le regard de la société sur le handicap? Vaste question. Ouais, vaste question, mais c'est une question intéressante. Je pense que de nouveau, comme je le disais tantôt, vu qu'on a très peu d'occasions de nos jours de rencontrer des personnes en situation de handicap, ça nous fait peur et c'est tout à fait naturel. Je pense que de manière plus large aussi, on est une société qui accepte plus beaucoup tout ce qui n'est pas efficace et qui est fragile en quelque sorte. Donc c'est sûr que je pense que de plus en plus, on a envie que les choses soient productives et les personnes qui ont un handicap le sont pas forcément. Donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est plus très très bien accepté. Après, je pense que à échelle individuelle, il y a beaucoup de gens qui sont très tolérants et tout ça, mais c'est vrai que je pense que par exemple, les parents qui choisissent de garder un enfant qui a un handicap sont pas toujours très très bien vus. Ils peuvent être critiqués pour ce choix. Je pense qu'on peut parfois se dire aussi que c'est des gens qui ont une vie triste ou une vie qui en vaut pas la peine ou une vie qui doit être très compliquée, ce qui est parfois le cas. Mais au final, comme chacun d'entre nous, on peut avoir des périodes plus compliquées. Et je pense que venir au festival, c'est se rendre compte qu'en fait, c'est des gens qui peuvent être super joyeux et avoir une vie méga épanouie malgré leur handicap et que, ouais,
je pense que c'est quelque chose qui peut... Je pense que intégrer plus de personnes qui ont un handicap dans notre société, c'est que de la plus-value parce que c'est des gens qui ont énormément à nous apprendre en termes de spontanéité, d'amour qu'ils donnent, de plein de choses. C'est que du positif. Et du coup, est-ce que tu observes un changement des mentalités depuis quelques années ? Par exemple, avec ton projet, est-ce que tu as eu des gens qui ont un peu changé de mentalité ou même en général ? À l'échelle du projet, je pense que nous, souvent, les gens qui viennent au festival, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés à la cause. Mais c'est sûr que parfois, on a des bénévoles. En fait, c'est surtout au niveau des bénévoles, je trouve qu'on le voit. Des bénévoles qui viennent pour nous faire plaisir parce que c'est des amis à nous, mais qui connaissent pas du tout le monde du handicap et sont pas du tout spécialement à l'aise. Et c'est vrai que je trouve que c'est toujours hyper beau de voir au cours du festival. Souvent, au début, ils sont très gênés et pas à l'aise et voilà, ils savent pas trop comment se comporter. On voit qu'ils sont un peu en retrait, un peu crispés et un peu... ils savent pas trop comment parler et tout ça. Et puis, au fur et à mesure du festival, on voit qu'ils s'ouvrent et que ça devient super naturel. Et à la fin des 2 jours de festival, ils dansent avec tout le monde et ça devient super naturel. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est vraiment génial à quel point le festival peut faire prendre conscience aux gens qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça en a l'air et que justement, les personnes avec un handicap ont beaucoup de choses à nous apporter et que c'est trop chouette de passer du temps avec elles, quoi. Okay. Et en général, est-ce que tu penses que la société change un peu d'avis, change de mentalité sur le handicap ? Je sais pas trop. J'ai l'impression que d'une manière générale, comme une société, pas tellement, mais qu'après, il y a de plus en plus peut-être des courants très inclusifs de manière générale, autant pour les personnes LGBTQI que pour les mouvements féministes. C'est ça, les mouvements un peu anti-validistes et des choses comme ça. Je pense qu'il y a de plus en plus de courants. Après, de manière générale, je pense que ça reste... Je pense que la seule manière que ça change vraiment, c'est de créer des lieux où les gens peuvent se rencontrer. Et tant que les gens ne se rencontrent pas, ils ont peur. Et donc, j'ai l'impression que le seul moyen, c'est de créer plus d'écoles, plus de mouvements de jeunesse, plus d'événements où les gens se mélangent et apprennent à se découvrir, quoi. Alors, du coup, combien vous êtes dans l'équipe et comment vous vous complémentarisez Du coup, là, depuis cette année, on a un peu changé notre manière de fonctionner. Donc, on a une beaucoup plus grosse équipe. Cette année, on est environ 30 organisateurs. Ce qui est chouette, c'est que justement, c'est des personnalités très différentes. Il y a des gens qui travaillent déjà, il y a des gens qui sont encore étudiants, il y a des gens qui sont déjà venus au festival, certains pas du tout. Et puis, il y a un peu des personnes qui voulaient s'investir dans un projet ou dans l'organisation d'un festival et qui connaissent pas très bien la cause du handicap. Et puis au contraire, des personnes qui voulaient vraiment rentrer dans le projet parce qu'ils sont super investis dans le monde du handicap, mais qui connaissent rien à l'organisation d'un événement. Et donc je trouve ça chouette parce qu'on a vraiment des profils hyper variés qui peuvent tous nous apprendre quelque chose au final. Et du coup, on est un peu répartis dans les teams. Il y a des gens qui travaillent déjà dans le marketing, imaginons, et qui du coup peuvent vraiment donner leur expertise là-dessus. D'autres qui sont plus investis dans le réseau associatif et qui du coup travaillent plus au niveau des animations, des partenaires et des choses comme ça. Je trouve que c'est chouette d'avoir une large équipe et de pouvoir avoir un peu l'avis de chacun. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de participer à ce projet ? Beaucoup de choses. Moi, du coup, là, c'est la 4e année que je suis dans le projet. Et moi, ça m'a surtout appris énormément au niveau de la gestion d'un projet, de la gestion d'une équipe. C'était quelque chose... j'avais déjà été animatrice dans les mouvements de jeunesse ou en quota projet, mais là, c'est encore un projet d'une autre ampleur. Et donc, c'est vrai que j'ai appris énormément comment organiser un événement, à quoi est-ce qu'il faut penser, toute la logistique. J'ai appris aussi beaucoup plus à oser affirmer mes idées, à me débrouiller plus seule quand je connais pas une info, à aller la chercher. Enfin, voilà, un peu des compétences qui peuvent servir dans la vie de tous les jours.
Et puis au niveau du festival même, c'est une énorme fierté quand on a organisé tout un festival pendant un an, d'être sur l'événement et de se rendre compte du bien que ça fait. Enfin voilà, moi au final, vu que les 2 dernières éditions ont été annulées à cause du Covid, j'ai fait qu'un festival. Mais c'est un truc de fou, à un moment de se poser et de regarder autour de soi et de se dire waouh, tout le monde passe un bon moment et c'est grâce au travail qu'on a fourni et tu vois tous des gens qui se mélangent, qui apprennent à se connaître et qui sont super heureux. C'est une plus-value personnelle de fou de se dire qu'on participe à ça. Et du coup, pendant le Covid, vous avez filmé, vous avez fait ça en distanciel ? Ouais, c'est ça. Donc, notre 7e édition devait avoir lieu normalement en juin 2020. Du coup, ça a dû être annulé. Mais on avait quand même vraiment envie de pouvoir proposer quelque chose à nos festivaliers parce que c'est vrai que le monde du handicap, c'était un public qui était super confiné parce que souvent particulièrement à risque de Covid. Du coup, on avait vraiment envie de pouvoir leur offrir un moment de divertissement, quelque chose de léger dans cette période qui était pas évidente. Et du coup, ouais, on a décidé de faire, pour pas prendre risque, de toute façon, on pouvait pas faire quelque chose en présentiel, et donc on a fait une édition en ligne. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué le PAM Expo comme d'habitude pendant une journée, enfin un peu plus quoi, et on a fait tout un décor et puis on a invité les artistes et pendant une journée on a tout filmé tous les concerts, des animations aussi, des démonstrations de cyclo-danse, des gens qui dansaient, des clowns, plein de trucs comme ça. Et puis on a tout mis on a fait un montage de 2 heures qui était accessible gratuitement pour tous les gens qui le demandaient. Donc on l'a diffusé en live sur nos plateformes. Et pour les gens que ça arrangeait pas à cette heure-là, ils pouvaient nous demander de recevoir le festival par mail. Et du coup, ils avaient 2 heures de contenu qu'on avait préparé pour eux. Et c'est vrai que ça, c'était génial, quoi. Et on a eu environ 9000 personnes qui ont regardé le festival en ligne. Et bon, c'est pas la même chose que de le voir en vrai. C'est sûr que ça nous a fort manqué d'avoir le retour des gens en réel et de voir les sourires sur les visages et tout ça, mais c'était trop chouette de se dire qu'on participait un peu à notre échelle à rendre leur quotidien plus chouette, et on a eu vraiment des beaux retours de gens qui nous ont dit que c'était un chouette moment à passer, donc voilà. Est-ce que vous cherchez des étudiants ou des jeunes dans votre équipe ? Par exemple pour les jobs étudiants pendant les vacances ? Pour des jobs étudiants, pas trop. On cherche toujours des bénévoles pour l'événement en lui-même, du coup, qui cette année a lieu le 26, 27, 28 juin. Donc pendant les délibés, c'est pratique, on peut avoir pas mal d'étudiants. Et sinon, dans l'équipe, pour le moment, on cherche surtout des gens pour nous aider dans la recherche de fonds. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est toujours ce qui pose problème, c'est l'argent. Et donc c'est vrai que s'il y a des étudiants en gestion ou en éco ou quoi qui s'intéressent un peu à tout ça, on est toujours demandeur d'avoir de la main d'œuvre pour nous aider à démarcher des entreprises ou quoi qui veulent bien financer le projet. Quel a été le plus gros obstacle à la création de votre projet ? Du coup, moi, j'étais pas encore dans l'équipe vraiment au moment de la création du projet. Mais je pense que c'était les mêmes difficultés que ce qu'on rencontre maintenant, c'est-à-dire toujours l'argent. C'est vrai que nous, on a aussi envie d'être un festival accessible dans le terme financier, enfin accessible financièrement à tous. Et c'est vrai que vu que la majorité de notre public, ça reste des gens qui viennent en groupe, c'est difficile de demander à un centre qui a souvent peu de moyens aussi de payer 20 ou 30 euros la place par personne. Parfois, on a des groupes qui viennent à 30. Voilà, c'est un budget qu'on sait qu'ils ne pourraient pas mettre. Et du coup, c'est vrai qu'on a un prix d'entrée qui est assez démocratique. C'est environ 10 euros. Et si les gens viennent 2 jours, c'est vraiment, je crois que c'est 15 euros les 2 jours. Donc voilà, c'est pas très très cher, avec un camping gratuit, avec plein de choses comme ça. Mais du coup, on ne sait pas du tout couvrir tous nos frais juste avec les entrées. Et donc chaque année, on a besoin de trouver des subsides publics ou de répondre à des appels à projets ou de trouver des entreprises qui nous financent. Et le handicap, c'est pas forcément ce qui fait le plus rêver les entreprises, surtout parce que voilà, demander à une entreprise de nous sponsoriser en échange de visibilité, ils savent très bien que c'est pas notre public qui de toute façon va acheter beaucoup ou quoi. Et donc c'est vrai que chaque année, on a quand même du mal à rentrer dans nos frais et à
à pouvoir proposer quelque chose de qualité en étant détendu au sens financier. Donc je dirais que c'est surtout ça, chaque année, notre plus grosse difficulté. Est-ce que tu as une anecdote drôle concernant le projet ? Je dirais que moi, ce que je trouve chaque année le plus drôle à observer, c'est comme je disais tout à l'heure, les bénévoles qui, au début du festival, sont pas du tout à l'aise et on les regarde d'un coin de l'œil et on voit qu'ils savent pas trop comment se comporter, qu'ils sont un peu dans leur coin, gênés. Et puis on les voit le lendemain pump it up, en train de danser avec tous les festivaliers, en train de faire des câlins à tout le monde, super à l'aise, super détendu. Je trouve que ça, c'est toujours hyper marrant de voir comment en à peine quelques heures, l'ambiance peut changer totalement, quoi. Donc c'est vrai que souvent les quelques premières heures du festival, les gens se mélangent pas trop, et puis à la fin de la journée, t'as tout le monde qui danse ensemble et tout. Ça, je trouve que c'est toujours marrant à observer. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée ? Non, je pense pas. Je crois que c'était assez complet. Je réfléchis, mais non, je crois pas. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a un chouette projet que tu connais, que tu verrais bien dans ce podcast ? Pour rester dans les festivals, il y a un projet qui s'appelle les Equinox Festival, qui est un projet qui a été lancé par des amis à moi, toute une grosse équipe qui... Là, leur objectif, c'est vraiment d'être un festival accessible, mais aussi accessible dans le sens féministe, durable, inclusif pour n'importe qui. Et leur première édition, là, c'est le 16 avril, donc dans 2 semaines. Et je pense que ça va vraiment être un super chouette projet. Et du coup, elles ont aussi toute cette... c'est à Bruxelles, à Tour et Taxi. Et ouais, je trouve que c'est aussi un trop chouette projet où justement elles ont voulu faire aussi super attention à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. C'est l'organisatrice principale qui a créé le projet, elle est déjà venue au festival chez nous. Et donc voilà, elle avait envie de pouvoir recréer cette ambiance-là. Et donc je trouve que c'est un trop chouette projet aussi. Trop bien. Sur quels réseaux sociaux on peut retrouver le projet ? Un peu partout. Du coup, sur Facebook, notre page c'est Unisound. Instagram aussi, je crois que c'est unisound.be. Je mettrai tout dans la description. Ouais, c'est ça. On a une chaîne YouTube aussi où il y a les after-movies du festival et où il y a notre édition en ligne. Voilà. Okay, trop bien. Et enfin, la dernière question, c'est un peu la question phare, parce que du coup, mon podcast s'appelle La Fougue. Alors pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueux ? Pour moi, être fougueux, c'est être un peu passionné, hyper enthousiaste de quelque chose, mais de manière assez spontanée, enfin pas trop réfléchie, quoi. Genre un élan qui vient plus du cœur et des tripes que de la tête. Ok, trop bien. Super, merci d'avoir répondu à ces questions. Et voilà. Avec plaisir.